Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois Félix-Antoine Lapointe, qui est déjà venu sur le podcast, qui est l'entraîneur d'Élissa Legault et de Thomas Fafard, qui viennent tous deux de battre les records québécois sur marathon, donc en décembre, des records qui tenaient depuis vraiment longtemps. Donc, Élissa, évidemment, chez les femmes, Thomas chez les hommes. Et là, je voulais recevoir l'équipe au complet. Donc, je voulais recevoir Félix-Antoine, je voulais recevoir Élissa et je voulais recevoir Thomas. Et Élissa et Thomas s'en viennent dans les prochaines semaines. Mais là, mon capuchon qui tombe, je vais le laisser ici. Mais on commence avec Félix-Antoine, donc l'architecte derrière le programme d'entraînement de ces deux records québécois-là. On fait vraiment un deep dive marathon, donc marathon 101. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler le podcast parce que en sortant de cette conversation-là, j'avais juste hâte de repartir sur un build marathon. Ce ne sera pas tout de suite pour moi, mais définitivement, ça va réarriver plus tôt que tard. Et je vais partir avec tous ces enseignements-là qu'on vient de discuter dans le podcast. Donc, un podcast fascinant, Félix-Antoine, qui est un entraîneur avec énormément d'expérience, mais qui se laisse quand même influencer par la science qui est important. Tu sais, un bon entraîneur, oui, ça va être un entraîneur qui va avoir de l'expérience, qui va connaître le sport comme le fond de sa poche, mais c'est aussi un entraîneur qui est prêt à modifier ses pratiques en fonction de la nouvelle science et des données probantes. Et Félix-Antoine, il est un bon geek de sport. Fait que c'était une super conversation. Le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est votre destination pour tous vos besoins en nutrition sportive, que ce soit avant, pendant ou après les entraînements. On le sait, l'importance d'alimenter sa performance est de plus en plus étudiée. Une des choses, d'ailleurs, puis on va en reparler dans un autre podcast avec Élissa, qu'elle a changé dans sa préparation, c'est qu'elle alimente maintenant mieux sa performance. On en avait parlé jadis quand on parlait du Reds. Bref, allez au upika.ca, utilisez le code promo UPIKA Podcast pour 10% de rabais et bon podcast. Parfait, c'est parti en direct du crew, comme c'est devenu l'habitude avec un public live. Fait que la dernière fois qu'il y avait un public live qu'on était au crew, Charles puis moi, on a fait des jokes de MD pendant des ultramarathons pour remonter la dopamine, pour essayer de casser les neurones qui commencent à fader pendant un ultra. Fait que on va essayer de pas faire les mêmes jokes. C'est bon, on va essayer de mettre la barre plus haute. Exact. Donc, avant de tomber, parce que là, la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait fait essentiellement un coin du geek un peu sur l'entraînement de demi-fond. Mais là, je veux qu'on aille plus spécifiquement dans le marathon. Mais avant d'aller là, avec ton groupe, tu reviens de Flagstaff en début de saison. Donc, un camp d'entraînement en altitude en relançant un nouveau cycle, j'imagine. C'est quoi le rationnel derrière commencer un build avec un camp en altitude de 21 jours, si je ne me trompe pas? Oui, il y a plusieurs raisons derrière ça. Je dirais que j'aime, avec les athlètes qui ont un haut niveau, puis la possibilité de placer ça à leur calendrier, faire 2 à 3 camps en altitude par année. Ouais. Si tu n'as pas la contrainte financière ou d'obligation d'école ou de travail, si tu as l'occasion de faire 2 à 3 camps en altitude par année, pour moi, c'est l'idéal. Puis avec les hivers qu'on a au Québec, si tu peux en placer un durant l'hiver où tu as une météo un petit peu plus clémente, je trouve que c'est une formule gagnante. Ouais. Donc, traditionnellement, dans les dernières années, on l'a fait au mois de janvier. C'est en début de saison. Pour les athlètes de marathon, ça peut être une préparation pour un demi qui a lieu au printemps, comme c'est le cas pour Thomas Fafard et Élissa Legault. Pour les athlètes de demi-fond court, c'est une préparation avant la saison de piste intérieure. Donc, c'est une formule que j'utilise depuis quelques années. Puis dans l'idée où ceux qui ont la possibilité de faire 2 à 3 camps, je trouve que c'est un bon moment. Puis traditionnellement, soit le printemps ou dépendant quand est ta compétition majeure de l'année en préparation à cette compétition-là majeure, ça peut être un bon moment pour un deuxième, voire un troisième camp. Mm-hmm. De ma compréhension, puis des conversations qu'on a eues par rapport à l'altitude, les bénéfices arrivent comme à 2 moments, comme au retour directement, donc essentiellement pour tes athlètes
cette semaine, puis comme un autre pic à 3 semaines à peu près. C'est-tu ce que tu as aussi? Ben moi, je le vois je dirais de 3 façons. Dans le sens que les 2 fenêtres optimales pour performer après le camp, souvent, on va dire que c'est 1 à 2 journées après le camp ou 2 à 3 semaines après le camp. Mais la 3e avenue qui est intéressante, c'est la forme que tu bâtis puis le momentum que tu construis pendant ce camp-là. Ben, il disparaît pas quand tu reviens au niveau de la mer dans ton environnement régulier. Donc, ça peut te donner un bon momentum pour continuer à progresser puis évoluer dans ton entraînement annuel. Oui, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, quand là, tes athlètes reviennent, comme cette semaine, par exemple, tu le vois plus en continuité du build en utilisant cette forme-là pour faire des entraînements plus rapides, pour faire des meilleures performances dans le build que une espèce de façon de venir piquer, là, essentiellement. C'est ça. Ben, il y a plusieurs utilités que peut avoir ton camp d'altitude. Souvent, avec les athlètes que je coach qui ont fait des grands rendez-vous comme des championnats du monde, des Jeux olympiques, on a fait un camp d'altitude préparatoire, la dernière phase, puis on essaie de revenir au niveau de la mer 2 semaines avant pour justement la 2e fenêtre idéale d'être là. Mais si ton camp est plus tôt dans l'année, ben, tu peux juste l'utiliser pour te donner un momentum, puis 2 semaines après être revenu, ben, c'est un bon moment pour faire des grosses séances, puis avoir des adaptations, puis continuer de t'améliorer. Fait que pour des athlètes comme Thomas et Elissa, ce camp de début de saison de janvier a plus cette utilité-là où leur finalité ultime de l'année n'est pas maintenant en revenant de camp, mais on l'utilise pour avoir progressé puis continuer d'évoluer leur niveau de forme dans les prochaines semaines. Ouais. Puis, mettons quelqu'un plus pratico-pratique. Prenons moi comme exemple. Quelqu'un qui a des obligations professionnelles puis que j'ai un nombre restreint de semaines de vacances, par exemple, mais que ça me tente d'essayer l'altitude. J'ai 14 jours. Est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui écoute, mettons, qui voudrait se faire un trip de même, ça vaut la peine au niveau performance ou c'est plus, va vivre l'expérience, c'est le fun, mais attends-toi pas à ce que tu aies des gains, mettons? Oui, c'est ça. Souvent, on dit que 20 à 21 jours, c'est le nombre de jours minimal pour avoir des effets clairs significatifs. Puis, la plupart des évidences scientifiques disent que si on prolonge le 3 semaines à 4 semaines, les paramètres physiologiques s'améliorent encore. Okay. Donc, idéalement, si tu es capable de faire 4 semaines, c'est encore mieux que 3. Puis après, au niveau physiologique, ça va se ressembler d'un sujet à l'autre. Fait que la science dit, pour les facteurs physiologiques, idéalement 4 semaines. 3, c'est très bien aussi. Moins que ça, c'est un peu risqué comment tu vas répondre. Il y en a qui peuvent bien répondre. Il y en a que la fatigue induite va être plus grande que les bénéfices parce que tu es juste là 2 semaines. Fait qu'est-ce qu'au final, tu t'es tant amélioré que ça, pas tant que ça. Après, il faut pas oublier, puis je le dis toujours, le camp d'entraînement, qu'il soit en altitude ou pas, il amène des bénéfices. Ouais. Puis c'est une des raisons pourquoi je place un camp en mois de janvier pour ceux qui peuvent y aller. D'être dans une routine où tu as moins de distractions externes, tu te concentres sur l'entraînement, tu as une température qui est un peu plus clémente que d'être au Québec. Fait que tous ces facteurs-là, en dehors de l'altitude, ils amènent des bénéfices aussi, puis c'est une des raisons pourquoi on va en camp. Donc, le camp de 2 semaines, je te dirais que c'est un peu un pile ou face de ce qui va vraiment t'aider à être meilleur ou pas. Mais si tu veux vivre l'expérience, puis c'est ta seule façon, ben c'est pas contre-indiqué comme tel. Faut juste être conscient que les bénéfices physiologiques vont être limités. Oui. Parce qu'effectivement, quand j'étais dans le Rouge en natation, on faisait des camps de 2 semaines parce que c'est le temps qu'on avait entre Noël puis le début de la session universitaire. Puis on n'allait justement pas en altitude parce qu'on n'avait que 2 semaines. Puis on se disait, en fait, là, c'est pas moi qui disais ça, ce que nos coachs disaient, c'était que le temps d'aller là, puis l'espèce de semaine pour se mettre à l'altitude puis s'adapter à l'altitude avant de pouvoir commencer à mettre en banque des séances, des grosses séances, puis tu sais, à répétition, ben là, tu avais déjà une semaine d'écoulée sur ton 2 semaines. Là, c'est ça. Avec les athlètes qui ont l'habitude d'y aller, là, les athlètes de mon groupe qui ont 4, 5, 6, 10 camps d'altitude en carrière, souvent, là, on va se donner un 3 à 5 jours d'adaptation au début. Fait que si tu es juste là 14 jours, tu sacrifies 5 jours. Puis sur papier, avec quelqu'un que c'est sa première fois, ben, tu peux, cette phase d'adaptation-là, l'augmenter un peu à 6-7 jours. Donc, ça représente une grosse partie, puis le bénéfice qui n'est pas de temps présent. Oui, exact. Donc, c'est ça pour le camp Flagstaff. Ça répond à mes questions que j'avais. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parte, en fait. La première question que j'ai pour toi, premièrement, la mise en contexte, ça va avoir été faite dans l'introduction, mais cet automne, ou du moins cet hiver, appelons ça fin automne, début hiver, 2 de tes athlètes ont brisé, fracassé, en fait, les records québécois de marathon, des vieux records, donc Elissa Legault et Thomas Fafard, qui ont battu le record quasiment en dedans de 2 semaines. Tu avais aussi d'autres athlètes qui faisaient des marathons dans la préparation. Mais moi, j'aimerais qu'on prenne 3 athlètes de ton groupe, puis qu'on regarde
la différence d'approche pour un build marathon de 3 athlètes qui viennent de backgrounds différents. Différents-ish. Fait qu'on a Charles Philibert Thibouteau, qui lui vient du 1500, 5000, et que là, il a fait le marathon de New York. Thomas Fafard, qui lui, 5000, mais il a déjà aussi fait du demi-marathon, fait plus de longue distance. Puis après ça, Elissa Legault, qui, elle, a un historique de marathon depuis quand même plusieurs années. Là. Fait que j'aimerais savoir comment tu as approché le build avec ces 3 personnes-là, puis quelles étaient les différences majeures, en fait. Oui, OK, c'est bon. C'est une grosse question, là, on part large. On pourrait partir pour plus d'1 heure, mais on va essayer de bien synthétiser ça. Les 3 contextes sont différents. Ouais. Puis le contexte de Charles, je dirais qu'il est particulier commençons avec Charles. Dans la mesure où c'était prévu depuis un certain temps que la dernière saison compétitive de Charles, c'était 2025. On voulait viser une dernière fois les championnats du monde. Ça a été une saison qui, sur 1500, était en dessous des attentes, mais qui a bien fait sur 5000, 10 000. S'encadre avec le fait que c'est un athlète de haut niveau vieillissant aussi. Ouais. Puis je pense que son potentiel était pas mal optimisé sur 1500. 2023-2024, ça a été son sommet de performance. Il a quand même fait un 13-10 au 5000, qui est son meilleur temps à vie, puis un record canadien au 10 km route en 2025. Donc, ça n'a pas été de mauvaise année, mais sur 1500, ça a été plus difficile. Si tu avais juste une mini parenthèse... Puis encore une fois, comme tu dis, on peut partir des heures, là, mais une mini parenthèse sur ça. Si tu avais, parce que là, Charles a pris sa retraite, si tu avais à refaire, enlève complètement le facteur humain et les préférences de l'athlète, là. Si tu avais à refaire sa carrière de A à Z, est-ce que la spécialité, ce serait le 1500, selon toi? Ou est-ce que la machine était une machine peut-être plus de 5 ou de 10? Ah, c'est une bonne question. En enlevant tous les facteurs de lui préférer le 1500, fait que ça arrête la question là. Je pense que longtemps, quand Charles a été jeune, donc pendant ses années universitaires, les premières années où on travaillait ensemble, mon approche c'était un coureur de 800-1500. Donc 1500 meilleure épreuve, mais on s'entraînait plus sur une orientation vitesse qu'endurance. Alors qu'en fin de carrière, comment il avait évolué puis comment j'ai évolué comme coach, il s'entraînait plus sur un programme 1500-5000. Ouais. Si j'avais à résumer ça sommairement. Fait que peut-être que je ferais ce changement-là plus tôt. C'est-à-dire le garder sur une planif 1500, mais toucher plus jeune à sa carrière à des 3000, des 5000 de haut niveau, puis s'éloigner un petit peu plus de l'entraînement très spécifique, très intense, vitesse en lien avec le 800, parce qu'il s'est blessé beaucoup en faisant ça. Il répondait moins bien à ça. Puis on le sait, Charles il a fait les Jeux à Rio en 2016, les Mondiaux en 2015, c'était ses premières équipes. Puis après, il y a eu des années difficiles parce qu'il a été beaucoup blessé. Ouais. Puis il est revenu à son meilleur niveau à vie en 2022, 23, 24, après ce changement-là. Donc si j'avais quelque chose à refaire, peut-être que je ferais ce changement-là plus tôt. Mais je pense encore que c'est quelque part entre 1500 et 5000 qui aurait eu ses meilleures performances à vie. Peut-être que se donner quelques années de plus à faire du 5000 de haut niveau, toucher un peu plus aux 10 kilos, 10 000, ça serait peut-être à refaire, mais je ne ferais pas les choses complètement différemment, au-delà de peut-être changer cette mentalité-là un petit peu plus tôt, parce qu'il a mieux répondu à l'entraînement en endurance pour rester en santé et éviter les blessures. Ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Parce qu'initialement, il y a une partie de Charles qui voulait prendre sa retraite après les Jeux de 2024. Ouais. Moi, pour toutes sortes de raisons, je lui avais vendu l'idée de faisons une dernière année. D'une part, ça t'enlève de la pression sur 2024. Quand tu vis les Jeux olympiques, quand tu vis la préparation, tu te dis pas c'est ma dernière année. Ouais. Tu dis hey, il y a des mondiaux l'année suivante, je vais les faire aussi, puis après, ça sera un bon moment pour faire la transition. Puis quand on s'est entendu là-dessus, lui m'est arrivé avec l'idée de, avant de prendre ma retraite compétitive, j'aimerais faire un marathon pour cocher cette case-là. Puis quand on a parlé de quel marathon ça pourrait être, comment on pourrait le faire, lui, il voulait cocher la case, mais il n'était pas prêt à se dire « je m'embarque pour un 6 mois encore intense ». Il était prêt à passer à autre chose. Ouais. Il y avait un emploi qui débutait en Europe quelques semaines après les mondiaux. Donc, c'est sûr que d'un point de vue purement performance, quand il m'est arrivé avec l'idée du marathon, moi, j'ai suggéré de faire quelque chose en décembre ou en janvier, sachant que les mondiaux au 1500 étaient en septembre. Ouais. Donnons-nous le temps de transitionner de ça et faire une vraie préparation. Puis lui, ça a été clair dans sa tête. Je suis pas prêt à ça. J'accepte que je vais probablement moins bien performer. Il y a un plus grand risque que ça aille un peu moins bien, mais je veux le faire pareil, puis le vivre, puis vivre une expérience marathon. Tourner la page en 2026. Fait qu'avec l'année qui se finit, on ne reparle pas de ça en janvier. C'est ça. Ouais. Donc ça, il était dans cet état d'esprit-là. Puis moi, comme coach, purement performance, je l'aurais fait un petit peu plus tard avec une plus longue préparation, le marathon, mais... Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Je connais Charles. Son idée était claire. Fait que moi, je vais le guider du mieux possible pour un marathon un peu précipité. Puis, sachant que c'est un coureur de niveau exceptionnel, ben, possiblement que ça va bien aller quand même.
C'est pas ce qui est arrivé pour toutes sortes de facteurs. Donc, il a fait le marathon de New York. Il a fait le marathon de New York parce qu'il tenait à faire ce marathon-là. C'est un marathon, je dirais, dans une certaine mesure mythique. L'ambiance dans les rues de New York est vraiment impressionnante. Le niveau est relevé. C'est pas un parcours particulièrement rapide. Non. Puis, faut comprendre que c'est un marathon où le départ des élites et une vingtaine d'athlètes ensemble, pas de sub-élite avec eux. Tout le groupe part ensemble. Donc, quand Charles est passé à 1h05 à demi, il n'y avait personne d'autre du départ élite qui n'était pas à 1h05. Ouais, c'est donc, ça. Je me rappelle, moi, me lever le matin, ouvrir la télé, puis là, la course est à peu près au kilomètre 15. Je vois tous les Kenyans, puis une petite touffe blonde qui bande en arrière dans le pack élite. Là, je fais tabarnak. Soit ça va être un coup de circuit ou soit le retour va être compliqué. Là. C'est ça. Puis après 25 km, il a commencé à avoir des crampes. Ouais. Probablement parce que la préparation n'était pas aussi longue qu'elle aurait dû l'être. En plus que le parcours était difficile, ça venait de... Faut que tu sois très bien... Faut toujours que tu sois bien préparé pour un marathon, mais quand il y a beaucoup de dénivelé, il faut que tu le sois encore plus parce que la marge de manœuvre, elle n'est pas là. Fait que dans tout ce contexte-là... Puis aussi le groupe qui part possiblement trop vite pour son plein potentiel. C'est ça. Avec cette courte préparation-là, si cette journée-là, il y avait eu un groupe qui aurait parti en 1h06, 1h07 à demi, ça aurait peut-être donné un résultat différent. Ouais. Mais là, après 25 km, il a trottiné, il a arrêté de marcher, il avait des crampes. Donc, il l'a fini pour le finir parce que pour être conséquent avec son objectif de cocher la case de faire un marathon. Mais il l'a pas quand fait même dans un temps que plusieurs peuvent envier. Là. C'est ça. mais il y a une petite partie de moi qui est un peu amère de ça. Mais quand tu le prends en contexte, j'ai pas de regret dans le sens où c'était de cette façon-là qu'il avait envie de faire sa dernière course. Dans un autre contexte, je suis certain que Charles aurait pu faire 1 ou 2 bons marathons dans sa carrière, mais l'envie de s'entraîner intensément, un autre 6 mois, une autre année... Surtout pour du marathon. Il était pas dans cet état d'esprit-là, puis je respecte ça. Et donc, quand tu parles de préparation accélérée, on parle de quoi à peu près? Combien de temps? Puis ça a été quoi le switch de championnat du monde vers marathon? Ça a été quoi les différences majeures dans l'entraînement? Ben, c'est complètement différent dans le sens où souvent on dit qu'une préparation traditionnelle pour le marathon, c'est environ 4 mois, donc environ 16 semaines. Là, on était plutôt dans le 2 mois, 2 mois et demi. Puis au travers de ça, ben, tu as du voyagement pour aller en Asie, tu as du voyagement pour revenir au Canada après, commencer une nouvelle carrière professionnelle en France. Donc, il n'était pas dans un contexte idéal. Il y a grosso modo eu un 2 mois de préparation, mais des longues sorties spécifiques, il en a fait 2 ou 3 alors qu'il faut que tu en fasses au moins 5, 6, 7. Fait que, tu sais, on a été grosso modo dans la moitié de ce que ça prenait. On aurait peut-être pu espérer un miracle puis ça allait bien, mais pas sur un départ rapide, pas sur un parcours exigeant. Donc, on ne saura jamais ce qu'il aurait pu faire dans d'autres conditions, mais ça fait partie du sport puis on accepte, en fonction des décisions qu'on a prises, on accepte ça. À part les long runs, parce que je me rappelle quand j'avais parlé à Charles, il me disait qu'il faisait déjà autour de 140, 160 kilos par semaine même quand il faisait du 1500 sur piste. Donc, à part les long runs que là, on étire vraiment, est-ce que le millage global a monté ou c'est resté sensiblement comme il faisait? C'est monté un petit peu. Puis moi, j'aime dire, dans l'ensemble de mon coaching, trouver l'équilibre entre regarder c'est quoi les évidences scientifiques puis regarder c'est quoi les bonnes pratiques. Dans le sens où si je regarde qu'est-ce que font les meilleurs au monde au marathon puis qu'il y a un décalage avec ce que les études scientifiques actuelles disent, bien, probablement que ma position va être quelque part entre les deux en disant, regarde, là, peut-être que la science, ça va s'adapter dans 5-10 ans puis il y a une nouvelle tendance qui fonctionne. Puis souvent, quand tu regardes ce que font les meilleurs au monde au marathon, le volume va varier en fonction des profils entre 160 et 220 par semaine. Fait que il peut avoir une fois de temps en temps des exceptions, là, mais quand tu regardes les athlètes élites, à peu près tout le monde est dans la fenêtre entre 160 et 220 km, alors qu'au 1500, ben, à peu près tout le monde est plus dans la fenêtre 120 à 180. Fait que c'est pas complètement différent. Charles, il y a un overlap. Là, c'est ça. Fait que quand tu es dans le milieu d'une fenêtre, tu te retrouves un peu dans les deux fenêtres en même temps. Fait que Charles courait régulièrement 140, 160 km par semaine pour un coureur de 1500, 5000 de haut niveau, c'est dans la moyenne, voire peut-être la moyenne supérieure. Alors qu'au marathon, c'est un peu comme le minimum requis pour espérer avoir du succès. Donc, il a fait environ des semaines à 160 km dans sa courte préparation, ce qui n'était pas complètement différent de ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais si on avait fait une préparation complète avec son bagage, probablement qu'on aurait plus touché à du 180, 190, puis surtout le maintenir sur plus de semaines. Là, tu vas chercher des gains qui sont différents. Ouais. Et les entraînements spécifiques, j'imagine que, mettons, un set d'intervalles, j'imagine que les intervalles changeaient. Je sais que tu es un fan du threshold puis du double threshold. Est-ce que là, c'est juste, on fait du threshold aussi, mais on l'étire?
Fait qu'à place de faire des 400, on fait des 800. À place de, tu sais, c'était quoi? La grosse différence dans ma philosophie, c'est vraiment que la longue sortie spécifique devient une séance clé de la semaine, ce qui est moins le cas pour un coureur de demi-fond. Donc, d'avoir une séance où on va totaliser, dans un monde idéal, entre 35 et 40 km total, dont une vingtaine de kilomètres quelque part entre la zone 2 et le pace marathon, ben c'est ce genre de séance-là que Charles n'avait pas l'habitude de faire, qu'on a pu faire 2 ou 3 fois dans sa préparation, mais qu'il aurait eu besoin d'en faire 6, 7, 8 pour être bien préparé. Puis c'est le genre de longue sortie que des athlètes comme Thomas et Elissa ont fait pour les mener à leur succès au marathon cette année. OK, fait que quand tu dis entre zone 2 pace marathon, fait que ça peut ressembler à quoi une long run buildée comme ça? Là, on dit entre 35-40. Pour les gens qui nous écoutent, évidemment, peut-être ça va être moins, tout dépendant de votre bagage. Là. Mais à quoi ça ressemble comme structure, ces entraînements-là, ces long runs-là? Ben, il y a quelques façons différentes de les designer. Puis moi, j'aime que dans la préparation de 16 semaines, le niveau de difficulté augmente pour atteindre un pic quelque part à la semaine 12-13 sur 16. Puis après, on diminue un petit peu le niveau de difficulté. Mais forcément, on va par exemple, un exemple, si on va avoir un échauffement, donc un jog zone 1 d'entre 8 et 10 km, puis après, on va avoir une dizaine de kilomètres, ce que j'appelle zone 2 dans un système à 5 zones, qui pour un athlète de haut niveau va être environ 30 secondes au kilomètre plus lent que son pace marathon. Donc, LT1, direct sur ton seuil. C'est ça, premier seuil. Donc, c'est-à-dire, si on prend des chiffres arrondis, une athlète comme Elissa qui vise environ 3,30 du kilomètre à son marathon, ben c'est environ 4 minutes du kilomètre. Un athlète masculin comme Thomas qui vise 3,05 au kilomètre, c'est environ 3,30, 3,35. Donc, cette zone 2-là, d'avoir un premier bloc dans ta longue sortie à cette vitesse-là. Par moment, après ça, je remets 1 kilomètre de récupération zone 1. Tu n'arrêtes pas, mais tu fais 10 km facile, 10 km zone 2, 1 km facile. Donc, tu as déjà 21 km de couru. Puis après, tu incorpores une portion plus vite qui est autour de pace marathon. Donc là, tu vas pratiquer physiquement et physiologiquement à courir à l'allure course avec une fatigue préalable. Le 10 kg, il sert un peu d'opener. Puis le 21 total, parce que tu as le 10 zone 1, le 10 zone 2, le kilomètre de récup. Puis là, si tu enchaînes, disons, un autre 10 km à vitesse marathon, bien là, quand tu termines ce 10 km-là, ça fait 31 km d'effort continu sur tes jambes, dont les 10 derniers à vitesse compétition. Donc, c'est excellent pour préparer physiquement, mentalement, physiologiquement, puis musculairement aussi. Parce que c'est souvent après une trentaine de kilomètres que même si les paramètres physiologiques te permettraient de performer, ben là, tu as des crampes. C'est ce qui est arrivé à Charles. Le fait de ne pas avoir fait assez de séances comme ça, c'est pas que physiologiquement, il était plus capable de maintenir son allure pendant son marathon. C'est qu'il crampait de tous ses membres inférieurs, puis son corps était plus capable d'avancer. Donc, ce genre de longue sortie-là que je viens de te décrire, qui est une trentaine de kilomètres, ben c'est le genre de séance... Le reste au cool-down. C'est ça, 1 ou 2 kilomètres cool-down. Pas plus que ça, parce que... quand tu es rendu à plus de 30 km de couru, tu fais ton retour au calme. Souvent, tu vas être moins efficace mécaniquement. Fait que si tu fais un long retour au calme de 5, 6, 7 km, tu vas mal courir, tu vas juste risquer de te blesser. Fait que les semaines où on l'allonge à devenir 35, 38, jusqu'à 40 km, cet entraînement-là, soit qu'on met 3 blocs au lieu de 2, puis à ce moment-là, le bloc intermédiaire, ben, il va être quelque part entre la zone 2 et le pace marathon. Où on met un petit peu plus longtemps de pace marathon à la fin. Okay. Donc, totaliser un peu plus de 20 km entre zone 2 et pace marathon, dans une sortie d'un peu plus de 30 km pour un athlète de haut niveau. Je pense que c'est une bonne formule, puis c'est ce qu'on a mis en place avec Elissa, avec Thomas cet automne qui les a bien préparés. Ça permet aussi de travailler ta stratégie de nutrition. Ça permet de travailler ton race day, en fait, là, carrément. Là. Qu'est-ce que tu vas faire le matin? Qu'est-ce que tu vas manger le matin? Qu'est-ce que tu vas consommer pendant ta course aussi? Parce que ce genre de training-là, si tu fuels pas comme du monde, tu te remets pas de ça. Là. Oui, tout à fait. Tu vas creuser loin. Puis souvent, la recommandation simpliste qu'on va donner, c'est de prendre un gel à chaque 5 à 7 km pendant cette sortie-là, parce que encore là, l'évidence puis la bonne pratique de la plupart des marathoniens de haut niveau, c'est à peu près ça. Entre chaque 5 à 7 km, ils vont prendre un gel. Donc, tu t'habitues. En courant à haute vitesse, le simple geste de prendre le gel en courant, si tu ne l'as jamais fait, ça peut être difficile. D'avoir une bonne digestion. Puis des fois, c'est le moment d'essayer différents produits. Est-ce que tel produit, je le digère bien ou je me sens pas bien, j'ai des nausées, j'ai des problèmes de digestion. Donc, c'est un bon moment, au-delà de te préparer, de tester ta nutrition, ces séances-là. Ouais. Et donc, si tu mets la long run
comme un entraînement clé, ça ajoute un stress puis il faut que tu l'enlèves quelque part, j'imagine, là, tu sais. Ouais. Fait que comment tu remplaces, en fait, qu'est-ce que tu remplaces pour la long run? En début de préparation au marathon, donc disons dans la première moitié des 16 semaines, la long run, elle n'est pas encore de 35 et plus. Ça va être quelque part entre 25 et 30. À ce moment-là, pour un athlète qui est capable de prendre une charge d'entraînement élevée, on peut garder 2 autres journées d'intervalle dans la semaine. Du moins, c'est ce que je pense. Fait que souvent, ce que ça faisait, c'est mardi, vendredi, journée d'intervalle. Dimanche, longue sortie en début de préparation avec une longue sortie de 25-30 km. Quand on arrive en deuxième moitié de préparation puis que la longue sortie est entre 30 et 40 km, la fatigue que ça induit, le niveau d'intensité fait que tu peux pas maintenir 2 autres séances d'intervalle puis arriver dans des bonnes dispositions à chacun de tes intervalles. Donc moi, dans la deuxième moitié d'une préparation marathon, la longue sortie, la séance clé, puis seulement une autre journée d'intervalle dans la semaine, c'est ce que je recommande. Donc il y a comme quelque part au milieu de la préparation un changement dans la structure de la semaine qui se fait parce que là, on arrive dans les semaines où la longue sortie, c'est la priorité. Puis il faut être conséquent parce que si ta longue sortie est le dimanche, dans l'exemple que je donne, mardi, grosse séance, vendredi, grosse séance, tu n'arrives pas prêt le dimanche à faire ta longue sortie. Alors que si tu as juste eu un intervalle, tu as bien géré ta semaine, tu peux arriver prêt. Et admettons que dans la première partie de la préparation, où est-ce que tu dis que tu as 2 séances d'intervalle, ça te permet d'aller toucher à 2 zones différentes. Mettons que tu te dis, OK, là, tu fais un entraînement, première séance d'intervalle, c'est à track avec des 400 de vitesse, des 800 de vitesse biomécanique de course. Deuxième séance d'intervalle, plus du threshold tempo. Qu'est-ce que tu fais quand tu enlèves une séance d'intervalle pour essayer quand même de garder active ces zones-là? Est-ce que tu priorises le threshold pour enlever un peu le speed work ou est-ce que tu fais des genres de combos des deux? Ben là, on arrive dans un thème intéressant, puis on a parlé au début des profils d'athlètes que si on prend l'exemple des 2 nouveaux détenteurs de records, ils ont fait une performance qui a à peu près la même valeur selon les tables de pointage, les classements mondiaux, mais d'une façon préparée différente parce qu'ils ont des profils différents. Ouais. Allons-y, en fait, on peut plonger directement. On va plonger là-dedans, ça, puis je vais répondre à ta question de façon détournée. Les athlètes qui ont un niveau sur 5 km, 10 km très élevé, comme Thomas, en date d'aujourd'hui, ma philosophie, c'est que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de travail VO2 dans tes 16 semaines de préparation marathon parce que c'est déjà une de tes forces. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'entretient pas occasionnellement, mais si on l'a travaillé à plein d'autres moments de l'année, dans le sens que Thomas, il sort d'une saison de piste sur 5000, jusqu'à maintenant dans sa carrière, la plupart de son année, c'est à préparer des 3000, des 5000, des 10 000. Donc, il y a une bonne aisance à ce niveau-là, puis c'est pas un déterminant majeur de la performance au marathon si on fait juste maintenir pendant les 16 semaines son niveau sur 5 000, 10 000. Donc là, on n'en a pas fait énormément. Puis si on est dans la première moitié de préparation où la longue sortie n'est pas trop difficile puis il y a 2 autres séances d'intervalle, une des 2 séances va être quelque part entre des allures marathon et allure 30 km. Donc, allure 30 km, voyons-le comme un threshold conservateur. Allure marathon, un petit peu moins vite. Donc, une séance, ça pouvait être 6 fois 2 km dans ces zones-là, quelque part entre pace marathon et pace 30. Puis la deuxième séance, on est quand même plus vite, mais on ne se rend pas à des vitesses VO2. Fait qu'on peut être à vitesse demi-marathon, voire à vitesse 15 km. On travaille à travailler quelques secondes au kilo plus vite que pace marathon pour être confortable à pace marathon, mais on n'a pas besoin d'aller aussi vite qu'à vitesse 5 km pour un cas comme lui que son niveau sur 5 km, c'est sa force. Ouais, je comprends. Puis ça s'applique aussi un peu peut-être aux gens qui nous écoutent qui sont moins experts que ces 2 coureurs-là, au sens où il y a du monde qui ont des prédispositions beaucoup plus rapides puis d'autres moins rapides. Fait que j'imagine que tu focuses sur ce que tu as moins. Oui, tout à fait. Puis ce qui va avoir le plus grand impact sur ta performance au marathon. Puis à court terme, c'est ton aisance à vitesse marathon. Puis le volume que tu vas cumuler dans tes 16 semaines de préparation. Puis peu importe le niveau, pour un coureur amateur, je dirais, travailler ton aisance à vitesse 3 kg, 5 kg, fais-le en dehors de ta préparation marathon. Puis, tu vas quand même le travailler dans une phase annuelle quelque part. Ça peut être, si par exemple, tu fais un marathon d'automne, ben le printemps ou l'été, amuse-toi, fais des 5 km. Tu sais, travaille autre chose. Puis quand tu vas arriver à ton 16 semaines de build-up, de préparation, ben, le niveau que tu vas avoir atteint sur 5, il est adéquat pour l'instant. Puis là, focus sur quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Ça ne veut pas dire de faire que du pace marathon. Je donne l'exemple de faire du pace demi, faire du pace 15 km. Donc, on est grosso modo à des 10-15 secondes au kilo plus vite que ton pace marathon. On touche quand même à ça, mais on ne se rend pas dans des zones hyper courtes, hyper intenses. Peut-être une fois ou 2 dans le build-up, juste pour ne pas perdre
l'efficacité mécanique. Une séance que j'ai aimé donner autant à Thomas qu'à Elissa, c'est 25 fois 400. Récup 1 minute jog, on commence à vitesse 10 km, on finit à vitesse 5. Fait que là, c'est peut-être la séance en termes d'allure qui ont été faites le plus rapide dans leur préparation. OK, tu peux répéter ça. 25 fois 400. Ouais. Commence à vitesse 10, finit à vitesse 5. C'est ça. Fait que ton premier 400, il est à vitesse 10 km. Tu te sens bien après une dizaine, tu commences à couper une seconde ou deux. Puis tes derniers 400 mètres du groupe de 20 ou 25, ben là, ils sont à l'allure de ton 5 km. Ratio travail-repos de 1 pour 1? Ben si... pour un athlète masculin, dans ce genre d'effort-là, les 400 vont être en 1,7, 1,8, 1,6 pour Thomas. Donc, puis il fait 1 minute jog entre chaque. Donc, à peu près 1 pour 1. Un petit peu moins si c'est une athlète féminine, comme le temps total va être un tout petit peu plus long, mais on est dans le 1 pour 1 ou presque. Est-ce que tu dis ça parce que c'est obligatoire? Ben, pas parce que c'est obligatoire, mais parce que c'est plus facile si tout le monde repart au même temps? Parce que moi, je me rappelle quand on faisait de la natation, mettons, puis que là, c'est OK, on fait des 100 meilleures moyennes sur 2, puis là, t'as des gars au crawl, puis t'as des gars à brasse, puis là, les gars à brasse, ils font une 15, les gars au crawl, ils font 55, puis ils ont 20 secondes de repos de plus, là, juste pour qu'on soit tous ensemble. Oui, ça peut être une façon de le voir, dépendant, est-ce que cette journée-là, on était sur la piste, sur la route, est-ce qu'il y avait plusieurs athlètes que je devais superviser en même temps, donc ça peut varier un peu en fonction de ça, mais... Cette séance-là, dans une saison de piste, je l'aurais peut-être pas mis en repos actif, mais dans une préparation marathon, la minute, elle est joggée en zone 1. Elle n'est pas arrêtée. C'est ça l'autre question après. Puis le thinking, c'est juste de mettre plus de kilomètres. C'est pas tant plus de kilomètres comme pendant ton marathon, là, tu n'auras jamais de break. Tu n'as jamais de moment où tu ne peux pas fournir d'efforts, alors que quand tu fais un intervalle... pour préparer pour du 1500, pour du 3000, pour du 5000, ben c'est assez évident qu'à peu près tout le monde prend des repos passifs parce que le niveau d'intensité que tu vas chercher est vraiment élevé. Si tu garderais des repos actifs, tu ne serais pas capable d'aller chercher les vitesses qu'on recherche. Donc, ça dépend toujours c'est quoi ton objectif. Puis, encore plus à la course que dans d'autres sports d'endurance, ça peut arriver, par exemple, en cyclisme, que tu descends une côte, pendant quelques secondes, tu fais pas d'effort. Mais à la course, ça arrive jamais pendant un marathon. Fait que de pratiquer des longs efforts où tu es toujours en continu, même s'il y a une variation d'intensité. C'est quelque chose que j'ai ajusté les premières années que j'entraînais des gens qui faisaient des marathons versus maintenant. On essaie toujours de peaufiner notre expertise. Puis moi, pendant longtemps, j'ai été plus associé à un coach de demi-fond, un coach de piste. Les athlètes qui ont fait des records du Québec, qui ont fait des équipes nationales que j'ai encadrées, souvent, c'était entre 1500 et 10 km. Là, d'avoir le défi d'avoir certains athlètes de haut niveau de mon groupe qui se spécialisent au marathon, ben ça... J'ai comme l'impression que t'as besoin de te remettre en question, là. Depuis le mois de décembre, tu seras plus considéré comme un coach de piste, là. Oui, ça a un peu évolué. Puis c'était un de mes défis personnels aussi derrière ça, dans le sens où à peu près toutes les épreuves de 1500 à 10 km, j'ai des athlètes que j'encadre qui ont fait des records du Québec, qui ont fait des équipes nationales. Là, il restait le marathon à cocher cette case-là. On parlait de l'exemple de Charles qui voulait cocher la case « Je veux faire un marathon ». Ben moi, comme coach qui veut toujours être la meilleure version de lui-même, d'aider des athlètes à être compétitifs au marathon, ça fait un certain temps que ça fait partie de mes objectifs. Puis c'est une belle première étape au mois de décembre cette année. Et là, tu parles de Thomas, donc tu mets, étant donné qu'il vient d'un background de 5000, 10 000, tu mets l'emphase plus sur vitesse marathon, plus rapide un petit peu, threshold. Elissa, elle, qui vient d'un background plus long, j'imagine que c'est plus d'entraînement de vitesse dans le build ou même pas? Quelques-uns de plus, de par le fait que c'est un peu moins acquis pour elle. Mais encore là, un des succès qui n'a pas paru derrière le marathon d'Elissa au mois de décembre, c'est que cet été, elle a fait des entraînements de piste. Elle a même fait quelques compétitions sur 1500, 3000, 5000. Ça n'a pas donné des résultats exceptionnels en termes de chrono, mais le travail qu'on a fait pour être confortable à l'allure marathon en améliorant son niveau sur 3000, 5000, même si elle ne l'a pas transposé en compétition, les bénéfices de l'entraînement restaient là. Donc, il y avait une stratégie avec elle de dire, tu as plus un profil pur marathonienne, c'est là où tu as atteint un haut niveau jusqu'à maintenant, mais oublions pas que si tu veux améliorer ton PB, ben, il faut aussi que tu améliores des qualités complémentaires. Faisons-le l'été avant le build-up. Ouais, parce qu'il y a quand même il y a un problème mathématique si ton 10 km est à un temps X puis tu veux continuer à dropper ton... On avait le même problème en natation. Je me rappelle, une des meilleures nageuses avec qui j'ai nagé, Geneviève Quentin, ça te dit sûrement quelque chose sans doute. Elle était extraordinaire aux 200 mètres d'eau, mais son 100 mètres d'eau, il était bon aussi, sauf qu'il baissait plus, tu sais. Fait que là, elle faisait 2,6 au 200, mais une au 100.
Puis le 2-6, il descendra pas tant que le 1-1 ne descendra pas. Là, c'était comme le problème. Fait que là, elle travaillait son speed pour essayer d'aller descendre le plafond, d'aller monter le plafond, en fait, pour être capable de faire ça. Ben moi, j'aime utiliser le terme plafond et plancher. Ouais. Quelqu'un qui arrive d'un niveau international sur 5 000, 10 000, qui transitionne sur marathon, son plafond est très haut. Il n'est pas limité par sa vitesse, mais par contre, s'il n'y a pas l'endurance et l'expérience, ben son plancher est très bas aussi. Fait que lui, c'est dur à prévoir qu'est-ce qu'il va faire. Alors que plus c'est un athlète qui a du bagage d'endurance, ben son plancher monte. Tu sais qu'il ne va pas faire de contre-performance parce qu'il est d'endurance, c'est là-dedans qu'il est bon, mais des fois, son plafond est moins haut à cet athlète-là. Fait que il va plus avoir une fenêtre de quelques minutes dans lequel il va jouer. Puis même si sa force c'est l'endurance, ben cet athlète-là, comme un exemple comme Elissa, il y a des moments de l'année où il faut augmenter son plafond, améliorer son aisance plus vite que vitesse marathon. Fait que si maintenant elle est rendue à faire un marathon aux alentours de 3,30, puis qu'un jour on veut que ce soit 3,25, ben il faut qu'à 3,15, qu'à 3,20, elle soit plus à l'aise pour être très confortable à 3,25. Ouais. Fait que jouer avec plafond, plancher, ces concepts-là, je pense que c'est important. Puis il faut vraiment le voir dans une perspective annuelle, voire pluriannuelle, pas juste dans le 16 semaines de build-up. Ouais. Parce que tu vas pas tout changer son potentiel en 16 semaines de préparation. Et pas pour sauter trop d'avance dans la conversation parce que je veux qu'on y retourne tantôt, mais avec cette optique-là de dire, OK, on va périodiser l'année, c'est quoi la réflexion derrière rembarquer Elissa sur une préparation marathon maintenant, à la place de dire, OK, faisons sensiblement ce que tu m'expliques, rebuildons encore plus la vitesse, remontons le plafond pour repartir après sur une préparation marathon? Il y a différents facteurs. Je te dirais que son âge est un facteur dans le sens où, règle générale, la plupart des marathoniens de haut niveau vont en faire 1 ou 2 par année. Maintenant, il y a une tendance, certains en font 3 pour toutes sortes de raisons, entre autres les nouvelles chaussures font permettre de le faire. Faire le marathon en tant que tel te taxe un peu moins après. T'es moins plusieurs jours, plusieurs semaines complètement épuisé. T'as plus besoin du 40 jours post-marathon. Puis le volume de threshold que tu fais, il te taxe toujours un peu moins parce que t'as pas les mêmes chaussures qu'à l'époque. Fait que ça, c'est peut-être une raison pourquoi on va avoir une tendance, puis un peu plus de gens en faire 2 que 1 comme avant, puis certains être audacieux à en faire 3. Mais au-delà de ça, Elissa est en début trentaine. Si t'en fais juste 1 par année, il te reste pas beaucoup de marathons pour optimiser ton potentiel. Alors que Thomas, qui est encore dans la vingtaine, qui en a juste fait 1 dans sa carrière, même si ça nous a effleuré l'esprit d'en refaire un dès maintenant le printemps, lui, j'aimais mieux être prudent. Puis justement, sa qualité d'être excellent sur 5 000, 10 000, retravaillons-le encore ce printemps, cet été, pour que ça reste une qualité. Parce que si on se dit, ah, il est bon là-dedans, on n'a plus besoin de le travailler. Bien là, s'il passe d'avoir un niveau naturellement de 13,5 et 13,15 à 13,30, l'année d'après 13,35, là, il n'y a plus cette force-là. Fait qu'il y a cette idée-là aussi de dire, c'est quoi l'âge de l'athlète, c'est quoi ses forces, où on veut aller. Puis, en fonction du fait que Elissa a déjà fait plusieurs marathons, elle est dans le début trentaine. Si on veut maximiser ses chances, je pense que 2 par année, c'est mieux. Peut-être que dans 1 an ou 2, je vais dire la même chose avec Thomas, mais pour cette année, j'aimais mieux qu'on s'en tienne à attendre l'automne prochain pour son 2e marathon en carrière. Et il y a quelque chose qui m'est venu pendant que tu parlais. Oui, c'est ça. Pour Thomas, j'imagine qu'il y a aussi la réflexion olympique qui rentre dans la préparation. Pour Elissa aussi? Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on va optimiser le niveau pendant la fenêtre de qualification qui, normalement, devrait commencer en décembre 26. Donc, à partir de décembre en 2026, ils ont l'opportunité de faire des performances qui vont être prises en considération dans le processus. À partir de décembre 26. Donc, c'est pour ça que probablement, les 2 vont faire un marathon au début de la fenêtre. Puis un à la fin. Peut-être même 3 dans la fenêtre. Ouais. Donc, pour maximiser tes chances d'en faire 2 à 3 bons, fais-en un dès le début. Attends pas 6 mois après le début de la fenêtre, sinon il ne te restera pas beaucoup de temps. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on fait nos choix de comment on organise l'année. Puis le choix de faire le marathon d'Ottawa comme prochain pour Elissa, ça pouvait être complémentaire, un marathon en mai, puis en faire un autre en décembre. Il y a assez de temps. Si ça n'avait pas fonctionné, ben peut-être que j'aurais dit, OK, on ne fait pas Ottawa. Mais là, ça se fait. On a assez de temps pour récupérer d'Ottawa puis faire une autre préparation en début de fenêtre de qualification olympique. Ouais. C'est quoi ta règle sur les chaussures? Est-ce que en entraînement, mettons, parce qu'en compétition, c'est un no-brainer, là, mais en entraînement, est-ce que c'est chaque fois qu'on a de l'intensité, on les met? Je dirais que c'est de varier puis de ne pas devenir dépendant de ça.
Ouais. Donc, dans les gros entraînements avec gros volume, oui, on met les chaussures à plaque, mais est-ce qu'on les met systématiquement à chaque fois qu'on fait de l'intervalle? Est-ce que des fois, il y a des intervalles où on peut faire quelques répétitions sans en début de séance, puis après les porter? Assurément, pas les porter dans les jogs zone 1, voire zone 2 si tu as juste zone 1 ou 2. À l'époque, j'aimais bien que certains intervalles soient faits avec des chaussures près du sol sans plaque. L'un des défis, c'est qu'il y en a de moins en moins des chaussures comme ça. Ouais, ça en fait moins. Il faut un peu être imaginatif, puis en fonction de quelle compagnie les athlètes sont commandités par, c'est quoi les options. Mais je dirais, oui, utiliser les chaussures à plaque, mais pas avoir peur de varier pour créer des adaptations, puis pas devenir dépendant de la chaussure à plaque de carbone. Ce serait ma philosophie. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Dans les gros trainings, t'en mets parce que sinon, ça coûte trop cher. Tu vas mieux récupérer, c'est ça. puis tu vas travailler à des sensations puis des allures qui vont correspondre à ce que tu veux faire en compétition. Aussi, ouais. Fait que si ton athlète féminine qui veut aller à 3,30 pendant son marathon, elle s'habitue au feeling de 3,30 champ plaque de carbone, ben là, elle fournit un effort plus élevé. Quoique, si après ça, elle met des carbones, elle peut sentir que c'est facile. Ouais. Fait qu'il y a tout un dosage à trouver là-dedans. Puis des fois, d'une compagnie à l'autre, ils ont des chaussures avec plaque, mais un peu moins performantes, soit qui sont moins légères, moins agressives. Puis ça peut être des bonnes chaussures d'entraînement. Versus la journée que tu mets la compétition, tu veux vraiment la plus performante, la plus par légère, ta compagnie, la plus légère, dans une certaine mesure la plus rigide. Ouais. Mais de plus en plus, les compagnies développent des modèles avec plaque, mais un peu moins racing. Ouais. Souvent, c'est ça qu'on va utiliser à l'entraînement. Ouais. Je viens juste de penser au fait que tes athlètes, au niveau ils ont des compagnies qui les commanditent, puis c'est pas tous les souliers qui sont faits égaux, là. C'est pas toutes les compagnies qui ont des super shoes qui marchent. Puis il y a même des fois, toutes les super shoes marchent, mais il y a des niveaux à tout, là. Puis des fois, c'est comme du 2,5% d'efficacité de course de plus pour une compagnie que finalement, tes athlètes le sont ou le sont pas, là, mais des fois, ça peut sûrement être frustrant de faire, tu prends le départ avec quelqu'un qui a 2,5% d'efficacité de course de plus d'un pied, là, tu sais. Je dirais qu'au début de l'époque des Super Shoes, là, donc 2017, 18, 19, l'écart d'une compagnie à l'autre était très grande. Ouais. Maintenant, 2025, 2026, la variabilité entre le meilleur produit puis le meilleur produit d'une autre marque, de mon point de vue, il s'est vraiment rétréci. Ouais. Mais quand ça commençait... Quand c'est arrivé, puis Nike sont arrivés avec leur Alpha Fly, puis là, t'as quelqu'un à côté qui n'a pas l'Alpha Fly, c'est genre... Ça devenait un désavantage majeur, même qu'à cette époque-là, certaines compagnies qui commanditaient les athlètes permettaient en compétition de mettre la chaussure Nike parce qu'ils étaient conscients que c'était un trop gros désavantage pour leurs athlètes. Puis quelques années après, quand ils se sont rapprochés, les meilleures compagnies font à peu près toutes des chaussures compétitives maintenant, je te dirais que c'est moins un facteur. Mais ça reste un enjeu dans certains cas. Ouais. Parlons pacing. Parce que, mettons qu'on prend Elissa et Thomas, là, qui ont fait des bonnes performances, des PB essentiellement. Charles aussi, c'est un PB, mais mettons une performance un petit peu sous ses attentes. Ils ont fait de deux façons quand même différentes. Elissa, elle a fait un split négatif assez convaincant. Et Thomas, lui, il y avait un groupe avec qui il fallait qu'il parte parce que je pense qu'il y avait il y avait comme pas de groupe entre deux groupes, là, si je me rappelle bien de comment ça s'est passé. Là. Peut-être tu pourras me corriger. Là. Donc, quelle était l'approche respective au pacing? Puis est-ce que c'était un plan que vous aviez discuté avant? C'est un plan dont on avait beaucoup discuté. Les deux, à leur façon, ont été un peu plus agressifs que le plan que j'avais établi. Ouais. Donc... un classique. Suivre ces deux marathons-là, ça a été stressant pour le coach. Ouais. Je te dirais qu'Elissa s'est un peu plus rapprochée du pacing qu'on avait en tête. Même si elle était un tout petit peu plus rapide, elle avait cet état d'esprit-là de dire on veut pas partir trop agressif, on se retient. Puis une des phrases qu'elle m'a témoigné, c'est « J'étais tellement confortable que je ne pouvais pas aller plus lentement que ça. » Donc, elle a eu la journée, entre guillemets, magique. Ouais. Elle se sentait bien. Elle a bien répondu au programme. Partir trop vite, mais quand même faire split négatif, c'est parce que tu sentais... Parce qu'elle avait des capacités. Ouais. Puis, tu sais, si on revient à Elissa, son record personnel datait de 2022. Ouais. Quand on a commencé à travailler ensemble il y a 1 an et demi, elle revenait d'une grosse blessure. Fait que mon état d'esprit a toujours été de ne pas trop prendre trop de risques avec elle pour pas qu'elle se reblesse
puis que là, elle passe à autre chose, puis qu'elle se dise, bon, j'aurais essayé, mais c'est pas fait pour moi de revenir au plus haut niveau. Puis moi, j'avais en tête que cette journée-là, elle pouvait faire autour de 2,31. C'est ça que je lui avais vendu comme idée. Son record, c'était 2,33. Je me dis, on revient d'une grosse blessure, on fait un record personnel, on est dans la bonne direction. Mais elle se sentait tellement bien, elle a bien répondu, elle a eu les circonstances favorables. Valence, un parcours rapide, il y a eu une belle météo, elle a eu des gens avec qui courir. Donc, elle a été capable de surperformer par rapport à ce qu'on pensait. Mais elle gardait l'état d'esprit de restons patients au premier demi, passe en 1,15, revient en 1,14, cours 2,29. Journée A+. Impeccable. Ouais. Puis j'avais peut-être un peu sous-estimé. Puis en même temps, c'était la journée parfaite pour elle. Puis elle a bien géré dans les circonstances où l'état d'esprit de se dire je pars pas trop agressive selon la recommandation de mon coach puisqu'on était bien ensemble, elle l'a gardé. Puis ça lui a permis de finir fort quand même. Fait que elle s'est pas trop emportée, même si elle se sentait super bien. Ouais. Et Thomas, lui? Thomas, il y avait 3 groupes de pacers qu'on pouvait considérer, c'est-à-dire 2h08, 2h10, 2h12. Moi, je pensais qu'il pouvait faire quelque part autour de 2h11 dans cet événement-là. Puis la stratégie que je lui proposais, c'est pas avec le groupe de 2h12. Puis si tu es vraiment à l'aise comme on pense que tu vas l'être parce qu'il n'y a pas de groupe de 2h11, ben tu finiras fort dans les derniers kilomètres, tu vas couper quelques secondes au 2h12, tu vas courir en 2h11. Bien qu'il comprenait l'idée cartésienne que je lui proposais, il y a une partie de lui que ça chicotait puis qui avait envie de partir sur... D'un coup que j'ai le 2-10. D'un coup que j'ai le 2-10. Puis moi, mon état d'esprit aussi, c'était de dire Thomas a eu une saison de 2024 sur piste exceptionnelle. Il a fait les Olympiques, gros record personnel. 2025 a été plus difficile. Faisons la transition au marathon, puis vivons un succès. T'sais, après une saison difficile sur piste, s'il avait fallu qu'il y ait une contre-performance au marathon, ça aurait été à 35 kilos, ça aurait été difficile à récupérer là, sur la motivation, sur le momentum pour après. Fait que, tout ce contexte-là qui me disait, partons dans le groupe de 2-12, finis fort, fait 2-11, ça va être un bon début. Ouais. Il avait ça en tête, mais derrière lui, il avait envie de partir plus vite. La journée de la course commence à s'y dérouler. Les conditions étaient super belles. Il se retrouve, malgré lui, mais en l'ayant quelque part derrière la tête rapidement, à côté des gars qui visaient 2-10. Il se sent bien. Il est resté là. Le défi qui est arrivé, c'est que ce groupe-là est parti un peu plus vite que prévu. Ouais. Donc, les pacers... Sur un parcours comme ça, à cette vitesse-là, les gens qui nous écoutent, peut-être que pour votre marathon à vous... si vous faites 3,30, ce qui est un excellent temps de marathon, mais la différence entre 3,32 3,30, tu peux partir avec le groupe 3,30, tu n'as pas besoin d'attendre le groupe 3,32. Là, ça ne changera pas grand-chose sur ta performance, mais c'est qu'à cette vitesse-là, chaque seconde du kilomètre est majeure. Là. C'est ça. Puis plus tu montes vers la haute performance, moins il y a de place à l'erreur. C'est ça. Partir 3-4 secondes, 5 secondes trop vite pour un coureur amateur, c'est pas idéal, mais tu t'ajustes. Mais tu es déjà en train d'optimiser la vitesse que tu peux aller selon chaque paramètre quand tu es rendu au haut niveau, que partir 5 secondes au kilo trop vite pendant quelques kilos, ça peut te coûter ta course. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, il finit par partir avec le groupe de 2-10. Les conditions sont belles cette journée-là. Les meneurs d'allure vont un petit peu plus vite que prévu, puis ils se retrouvent à être sur une allure de 2h09. Ouais. Alors que moi, j'aurais préféré 2h11, 2h12. Fait que là, il est comme 2 minutes en dessous. Là. Fait que moi, je suis sur les lignes de côté en Arizona, puis je suis stressé. Tu le vois passer, c'est une boucle de combien de kilos? On les voyait passer, grosso modo, à chaque 7 km. Okay. Là. Donc, on les voyait souvent pendant la course. Ouais. Puis, dans les premiers tours, je me retenais pour rien lui dire. Dans le sens où je disais, gars, regardons... C'est quoi son aisance? Il est un peu trop vite, mais il court bien. Mais en même temps, le marathon, c'est long. Je voulais pas. Toi, es-tu capable de voir ça à l'œil? Ah, l'aisance, oui. Mais il aurait pu avoir une bonne aisance, puis quand même être à bout de ressources à 35 kilos. Ouais, c'est ça. Là c'est arrivé à 38. Ouais. Donc, il était sur un rythme de 2h09 jusqu'à 38 km. Ouais. Puis, les 4 km restants, il a été capable de survivre puis passer de 2,9 à 2,10 comme temps final. Mais si cette défaillance-là était arrivée 2, 3, 4, 5 km plus tôt, peut-être qu'il n'aurait pas été capable de survivre. Ouais. Fait que moi, l'expression que j'aime pour résumer comment il l'a géré, c'est il a joué avec le feu, mais il s'est pas brûlé. Oui, exact. Parce que quand il reste 4 kilos, mentalement, tu es capable de te rendre jusqu'à la fin, là, à moins d'une défaillance majeure. Là. Puis aussi, parce que je regardais la course en live, puis le groupe avec qui il était, là, tu as ceux qui commencent à moins bien se sentir, mais tu as ceux qui en ont encore dans le réservoir. Fait que c'est pas vrai que tout le monde finit à 2-10-0-0, là, tu sais. Fait que là, il y en a qui accélèrent, puis là, quand toi, tu te sens que tu n'es pas capable de les suivre, il reste 4 kilos, ça doit jouer dans la tête quand même. C'est ça. Puis même
le gagnant de l'événement, c'était un athlète qui était dans son groupe, qui n'était pas parti sur le premier groupe et qui a remonté jusqu'à dépasser tous les autres athlètes. Puis au début de sa remontée, Thomas était encore bien, il le suivait. Ouais. Donc à ce moment-là, il a même à un certain moment été 5e dans la course. Au final, il est 6e. Donc ces 4 derniers kilomètres, il est grosso modo passé d'une allure de 3,3 à 3,5 au kilomètre pendant les premiers 38 à 3,20 dans les 4 derniers. Ouais. Il fallait pas qu'il y en ait trop des kilomètres fait à 3,20, sinon le temps aurait dégringolé. Mais 4, il y a eu la force mentale de dire je me bats jusqu'au bout, même si j'ai plus de ressources, je vais chercher un bon chrono pour mon premier marathon. Puis ça, c'est encourageant pour le contexte de plafond, dans le sens que dès son premier, il a été capable de courir 38 km à une allure de 2h09. Oui. Fait une meilleure préparation, plus de volume dans l'année, allonger un peu ses longues sorties, allonger un peu son volume total, de maintenir une allure de 2h08, 2h09 l'an prochain, tout indique que c'est logique. Après ça, il faut le faire, il faut avoir la bonne préparation, il ne faut pas se blesser, mais de la façon dont il a couru 2,10, avec le bagage qu'il a, je suis assez confiant que son plafond est élevé, puis il peut couper quelques minutes dans là ou les prochaines années. Ouais. C'est quoi les standards olympiques? Les standards olympiques ne sont pas encore sortis. Si on se replace il y a 4 ans, le niveau minimal pour se qualifier était 2h08. Probablement qu'avec le niveau mondial qui augmente, ça va plus prendre quelque chose comme 2h07, selon les critères exacts. Mais de le voir d'ici 2027-2028 à 2h07, j'y crois fermement. Et chez les femmes? Chez les femmes, c'est plutôt aux alentours de 2h25. Fait que là, il y aurait grosso modo un 3 minutes à aller retrancher pour Thomas pour être dans la bataille, puis un 5 minutes pour Elissa. C'est des défis, il ne faut pas sous-estimer ça. Mais dans les deux cas, je pense que c'est possible, sachant que les Jeux olympiques sont grosso modo dans 4 ans. Il reste du temps, puis ils ont encore, dans les deux cas, un âge où, dans 3 ans, dans 4 ans, ils vont être à leur sommet de performance. Ouais. Donc, conscient de l'ampleur du travail, mais en même temps, je pense qu'ils ont les atouts pour y arriver. Oui, puis à considérer aussi juste le drop déjà, mettons, tu sais, qu'Elissa l'a fait, dropper 4 minutes à cette vitesse-là, c'est pas mince à faire. Donc, aller en chercher un autre 4-5 en 3 ans, j'y crois. Oui, OK. Si tu avais à changer quelque chose de la préparation que tu as fait avec tes athlètes, ce serait quoi? C'est une bonne question. Peut-être que je remettrais en question le demi qu'ils ont fait dans la préparation. Ouais. Dans les deux cas, on le faisait en se disant ça fait partie du processus et c'est pas une course sur laquelle on va chercher un sommet de performance parce qu'on va pas trop décharger. Ouais. Parce que la finalité, c'est 6-8 semaines après le marathon. Puis dans les deux cas, le résultat était moyen puis à la limite d'un peu miner la confiance. Ouais. Ça ne l'a pas miné parce qu'ils ont performé là, au marathon, mais assez pour que quelques jours tu dises, écoute, on savait qu'on piquait pas pour ça, mais on s'attendait quand même à 1 minute ou 2 plus vite au demi. Fait qu'il y a tout de quoi qui va pas bien dans la préparation. Ouais. Fait qu'autant pour moi que les athlètes, ça a été un peu un défi à gérer, mais on l'a bien surmonté ce défi-là. Donc, peut-être que si c'était à refaire, soit que je mettais encore plus d'emphase à dire c'est un demi, mais c'est vraiment pas l'entraînement. C'est un entraînement, puis on laisse de côté les attentes de performance. Ou carrément, au lieu de faire ça, je ferai un gros entraînement spécifique cette journée-là. Quoique, tu peux pratiquer ta nutrition, ton déjeuner. Il y a quand même un bénéfice à faire le demi dans la préparation. Ouais. Puis si on regarde en termes de pacing, Elissa a fait 1h14. C'est l'allure auquel elle a fait son deuxième demi dans le marathon. Fou, Thomas a fait 1h04. C'est l'allure où il a passé à demi. Fait que, ils ont, à quelques secondes près, leur demi était la même allure qu'ils ont fait leur marathon. Donc, si tu l'abordes dans cette perspective-là, je pense que ce serait bien, mais il y a peut-être la gestion des attentes que c'est un petit détail que je ferais différemment si c'était à refaire pour pas qu'on se pose de questions. C'est un petit détail, mais c'est quand même un détail important, là, parce que ça, effectivement, la confiance joue pour tellement. Puis si tu commences à être anxieux de ta performance avant d'arriver à ta course, à la limite, ils ont été forts mentalement parce qu'ils se sont pas mis de limite de dire c'est pas parce que je viens de faire une 14 que je peux pas aller à ce rythme-là pendant mon marathon ou une 4 pour Thomas que je peux aller à ce rythme-là pendant mon marathon. Fait qu'ils ont été forts puis on apprend de ce petit ajustement-là. Et là, tu dis que la demi dans la préparation initiale, mais tantôt après, quand on parlait du camp en altitude, tu disais que Elissa se renlignait sur un demi dans cette préparation-là vers Ottawa. Donc, tu décides de le refaire quand même. Oui. Une meilleure gestion des attentes. Meilleure gestion des attentes, puis je te dirais que dans une perspective annuelle,
ce demi-là auquel ça va participer est peut-être un peu plus important qu'un demi simplement en préparation. Okay. Fait que, on s'est dit que dans un monde idéal, c'était peut-être une belle opportunité pour cibler un PB, d'accepter qu'on va un peu plus faire un taper qu'un demi de préparation. Puis c'est pas qu'Ottawa est pas important, mais fort probablement que la place où elle va avoir la meilleure opportunité de baisser son record personnel, c'est l'automne prochain, un marathon de décembre. Ouais. Donc, le marathon d'Ottawa va servir de se préparer à des conditions possiblement chaudes, d'apprendre à racer. Ouais. Pensez à, regarde, aujourd'hui, il y a 12 filles élites, puis en fonction des records personnels, moi, je suis classé 6. Aujourd'hui, je vais essayer de tenir top 3. Ouais. Puis je m'en fous si c'est pas un record personnel, c'est chaud pour tout le monde, mais fait qu'on, on prend un peu plus Ottawa dans cet état d'esprit-là que l'endroit où tu veux assurément faire ton meilleur temps à vie. Mais on ne se met pas de limite que si les conditions sont belles puis que la journée est bonne à Ottawa, ça ira bien. Mais je vois un peu plus son prochain marathon où vraiment là, le focus sur le temps va être en décembre prochain. Peut-être encore à Valence, il faut qu'on confirme la décision qu'on va prendre à ce niveau-là. Donc, dans ce contexte-là, de se dire on va essayer de faire un bon temps au demi en mars cette année, ça prend un peu plus de place. Puis Thomas, lui, sachant que cet été, il va un peu plus viser du 10 000 sur piste, bien, on fait un peu la transition de passer du marathon avant le 10 000, de faire un bon demi-marathon. Puis lui, il va aller au Portugal, à Lisbonne. Ah ouais. C'est un des demi les plus rapides sur la planète. J'étais allé à Lisbonne une fois, puis je te garantis que c'était pas plat. Mais ils doivent courir le long de la rivière. Il court le long de la rivière, puis le parcours est fait plat, puis il y a plusieurs Kenyans, Éthiopiens de haut niveau. Ouais. Dans les dernières années, il y avait plusieurs coureurs sous 1 heure là-bas. Donc, ça va être une occasion de faire, si tout va bien, un record personnel, puis améliorer son record du Québec au demi. Là. Fait que l'idée de monter un peu son plafond, plus ton record personnel au demi est bas, plus tu as le potentiel de bien faire au marathon. C'est pas une règle parfaite, mais moi, j'aime bien pour un athlète de haut niveau dire x2 plus 7. Tu prends son temps sur demi, multiplie par 2 plus 7 minutes. Règle générale, ça ressemble à ce que tu es capable de faire au marathon. Donc, plus tu baisses, si on parlait tout à l'heure de 2h07 éventuellement pour Thomas, pour avoir les outils pour faire ça, il faudrait qu'il baisse 61, voire 60 au demi. Fait qu'on on travaille là-dessus, puis présentement, sa préparation va bien à Flagstaff pour abaisser son record personnel au demi. Oui, on a décidé de prolonger un petit peu pour Thomas. Okay. Elissa vient de revenir, sachant que Thomas, son marathon est début mars à Lisbonne, alors qu'Elissa, il est un peu plus fin mars. On gère un peu la planif différemment, puis il y avait la possibilité de prolonger un peu son séjour en altitude. C'est ce qu'on a décidé de faire. Très cool. Merci infiniment. Ça fait plaisir. On aurait pu continuer des heures, fait qu'on va refaire ça, je te le garantis. Super, merci beaucoup. Puis good job en passant, c'est vraiment impressionnant. Puis je sais que ces athlètes-là auraient probablement couru vite dans leur vie avec n'importe quel coach, mais le coach vient optimiser définitivement les performances. Là. On en donne beaucoup aux athlètes, mais félicitations. C'est gentil, super. Merci. Yes.